Est-ce que vous voyez... D'accord. Est-ce que vous voyez tous mon écran? J'ai pas de retour chat, donc n'hésitez pas, on n'est pas beaucoup, vous pouvez prendre la parole. Je vais essayer de me faire un retour chat. 2 petites secondes. Oui, allez, super. Oh. Euh, allez. Hein, ok. Ok. Tac. Donc bonjour à tous, moi c'est Dylan Mourin, je suis étudiant en 4e année de pharmacie et aujourd'hui je vais vous faire un petit cours sur les variables quantitatives. C'est pas un cours qui est très long, en général il existe plusieurs types de tests pour ces variables-là. Il existe le test de corrélation et le test de régression, mais nous aujourd'hui on va vraiment s'attarder sur le test de corrélation pour bien vous expliquer le raisonnement, le plan de raisonnement, comment on s'attaque à un exercice de corrélation, etc. Vous verrez, c'est pas très compliqué, mais c'est beaucoup d'informations. Et surtout, les stats, c'est beaucoup d'entraînement. Ça vient pas comme ça. Il faut vraiment s'entraîner régulièrement, faire des exos. Il n'y a que comme ça qu'on peut apprendre assez facilement sur les stats. Donc, on va revenir très rapidement sur quelques définitions de base, sur les formules à connaître, sur la méthode de rédaction. Et ensuite, pour vous aider à bien synthétiser tout ça, on va faire ensemble quelques exemples. Et ça, c'est moi quand j'étais petit P1 face aux stats. Je n'aimais vraiment pas ça quand j'étais à votre place il y a quelques années. Bon, on va reprendre les bases de base. Pour vous, qu'est-ce qu'une variable quantitative? Parce que oui, dans un test de corrélation, c'est un test qui met en jeu 2 variables quantitatives ensemble. N'hésitez pas à l'écrire dans le chat avec vos mots. Hein. J'attends pas une définition précise au mot près, mais juste qu'on ait l'idée. Sinon, vous pouvez aussi prendre la parole. Ouais, vous pouvez aussi. Tout à fait. Et vous avez le droit de ne pas savoir aussi, et on verra ensemble juste après. Mais si quelqu'un parmi vous peut me dire ce que c'est. Et des valeurs numériques entières qui définissent certaines catégories, telles que l'âge peut être quantitatif et non qualitatif. Ouais, traduit par des valeurs numériques, j'aime beaucoup ce qui est dit. Amy, quand il y a des valeurs numériques, ouais. Mathilde, c'est une variable représentée par une valeur, ouais. Il me manque juste une petite chose qui fait vraiment la différence entre quantitatif et qualitatif, c'est l'unité de mesure. En général, une variable quantitative, donc par exemple l'âge, c'est représenté en années, la taille, c'est représenté en centimètres, le poids, c'est représenté en kilogrammes, alors que les yeux bleus, c'est pas yeux bleus, point, c'est pas une unité. Voilà, c'est surtout la grande différence, c'est l'unité de mesure. Ensuite, pour vous, qu'est-ce qu'une moyenne et à quoi ça sert? Et pareil, on fait les deux ensemble. Qu'est-ce qu'une variance et à quoi ça sert? Et petit bonus, c'est pas là, mais un écart-type, qu'est-ce que c'est aussi? Beaucoup de questions à 8 h du matin, je sais, mais c'est une moyenne de 2 unités. Alors, c'est pas forcément faux dans le sens où si tu as 2 valeurs, oui, c'est une moyenne de 2 unités. Mais tu peux avoir plus que 2 valeurs. La moyenne, c'est la somme des valeurs d'une série divisée par son effectif. C'est la définition parfaite, oui. C'est la somme des données divisée par le nombre de données, et ça représente
un ensemble statistique. Totalement vrai. Écart type, c'est la racine carrée de la variance. C'est vrai. Mais du coup, la variance, qu'est-ce que c'est? Écart à la moyenne, j'aime beaucoup. Ok, j'arrive pas à passer. On y arrive. En fait, moi, ce qui m'importait sur la variance, c'est que vous me disiez que c'était une mesure de dispersion des données, des valeurs d'un ensemble de données. La variable quantitative, comme je vous l'ai dit, se traduit par des valeurs numériques pour chaque individu. Cette variable représente une quantité qui est représentée par une mesure, une unité de mesure. La moyenne, c'est égal à la somme des données divisées par leur nombre. Alors, ce qu'a dit Mathilde est beaucoup plus juste. Il me semble que c'est Mathilde. Hop. Il me semble que c'est Mathilde qui m'avait dit que c'était divisé par l'effectif. Je remonte. Ouais, c'est Mathilde qui dit que c'était divisé par l'effectif. C'est beaucoup plus juste, c'est beaucoup plus statistique en fait. On va plus parler d'effectif que de nombre, parce que nombre, ça veut tout et rien dire. Et oui, elle permet de résumer un ensemble de données statistiques. Et la variance, c'est comme je vous l'ai dit, une mesure de dispersion. Est-ce que ça va pour l'instant? Ça a l'air d'aller. Si personne ne s'affole, c'est que ça va. Ok. Bon. Ça, c'est la formule du coefficient de corrélation. C'est la mesure de dépendance entre deux variables statistiques. Il faut bien comprendre que nous, notre test de corrélation, donc comme le mot le fait entendre, c'est de voir s'il y a un lien entre nos variables. Le lien le plus fréquent que l'on retrouve dans les exercices, c'est est-ce qu'il y a un lien entre l'âge et la taille? C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Nous, R, qu'on peut aussi appeler ρ, il y a plusieurs façons de l'appeler, mais ce qui compte, c'est que quand vous commencez un exo, si vous commencez en nommant R le coefficient de corrélation, tout votre exo, vous allez rester sur R. Si vous commencez par ρ, donc c'est un espèce de P italique, vous restez tout le long de votre exercice sur ρ. Vous ne pouvez pas changer en cours de route, c'est une erreur de syntaxe sinon, et on va s'y perdre. Ça, c'est simplifié. Pourquoi tout à l'heure, je vous ai parlé d'écart type? C'est parce qu'en règle générale, dans cette formule, on doit parler de covariance. Sauf que la variance, en général, c'est des nombres assez grands. Et si je mets tout en écart type, ça revient au même. Que j'ai tout en variance ou tout en écart type, au final, ça revient au même, vu que je diminue toutes mes valeurs. Là, dans notre formule, on commence par le premier terme. Dites-moi si je vais trop vite, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Là, le but, ce n'est pas juste que je vous récite le cours pendant 2 heures, c'est qu'à la fin, vous compreniez tout et que je vous lâche comme ça un exercice de corrélation. Vous me le faites, bon, avec un peu d'aide, mais que ça aille tout seul. Notre premier terme, là, c'est somme de xy divisé par l'effectif n. Nos deux termes d'à côté, c'est moyenne de x fois moyenne de y. Bon. Là, comme vous le voyez, on parle de covariance normalement, il manque les carrés, c'est normal, parce qu'au dénominateur, on raisonne en écart type. Je ne peux pas avoir des variances au numérateur et des écarts types au dénominateur. Ça ne serait pas logique. Et, peut-être une question. Alors, x et y sont deux ensembles de données. Alors oui, tu as une variable x, pardon, je reviens en arrière. Tu as une variable x et une variable y. Ce sont deux variables, on va dire séparées. Ce sont deux variables, je ne peux pas te dire indépendantes parce qu'on ne le sait pas encore, mais ce sont deux variables différentes. Oui. Par exemple, x, c'est la taille et y, c'est le poids. Ou y, c'est l'âge. Donc, si on raisonne, allez, on va prendre x, la taille, et y, l'âge. On va dire qu'on a une population, un effectif de 20 personnes. Donc, x, ça va représenter la somme
des tailles de toutes les personnes. Y, ça va représenter la somme de l'âge de toutes les personnes. Et ça va être divisé par 20, l'effectif de toutes ces personnes. Moins la moyenne X, donc la moyenne de l'âge, fois, moins la moyenne de la taille X, fois la moyenne de l'âge. Et tout ça va être divisé par l'écart type de la taille fois l'écart type de l'âge. Ça, c'est le coefficient de corrélation. Est-ce que ça va pour ça? J'ai une question. Oui. Quand on dit la somme des x, y, c'est quand on fait la somme des x fois y des deux ensembles ensemble? C'est ça exactement. Ok. Alors, après, ça peut vous rassurer. Somme de x, y, c'est donné dans les énoncés. Ce n'est pas quelque chose que vous allez être amené à calculer, enfin, en tout cas pas à votre niveau. Même nous, en cinquième année, on n'est pas amené, en cinquième année de pharmacie, parce qu'on a beaucoup de stats également, on n'est pas amené à calculer tout ça. Donc vous êtes assez tranquille. Et cette formule-là, assez grande, si on la simplifie, donc c'est l'encadré en bas à droite que vous avez, ça nous donne écart type de xy sur l'écart type de x fois l'écart type de y. On cherche à faire quoi exactement? Savoir le rapport entre x et y, c'est ça. Savoir s'il y a un lien. Là, je vous ai pris l'exemple de la taille et de l'âge. Savoir s'il y a un lien statistique entre la taille et l'âge, ou alors s'il n'y en a pas. Est-ce que c'est un peu plus clair qu'AMP ou pas? Oui, merci. Donc là, ce que je vous ai dit de ne pas faire, je l'ai fait exprès, dans mes hypothèses, parce qu'on a des hypothèses à tester. On est en stats, on n'est jamais sûr à 100%. Donc H0, c'est notre hypothèse nulle. Ça, c'est des termes que vous allez beaucoup retrouver en stats, pas uniquement sur les variables quantitatives, mais sur tous les types de stats. On pose toujours les hypothèses. H0, c'est l'hypothèse nulle, pour dire que ρxy ou rxy égale 0. Dans ce cas-là, dans ce cas où ρxy égale 0, on peut conclure que les deux variables aléatoires, ce terme-là est hyper important, de variables aléatoires, sont indépendantes. Donc, pas de lien. En revanche, si on rejette cette hypothèse H0, donc c'est-à-dire que ρ de xy est différent de 0, là, les deux variables aléatoires sont liées. Donc, du coup, il y a un lien entre la taille et l'âge. Tout à l'heure, je vous ferai un plan très détaillé de comment on raisonne, qu'est-ce qu'on fait en premier, qu'est-ce qu'on fait en second, qu'est-ce qu'on fait en troisième, etc. Ensuite, dans un test, on doit choisir notre risque alpha. Vous verrez que dans beaucoup de cas, il n'y a rien qui est écrit dans l'énoncé. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous donner de risque alpha. Si on ne vous donne rien, partez du principe que le risque alpha est égal à 5%. Et 5%, dans une table statistique, ça représente également 0,05. Alors, question. C'est toujours compris entre 0 et 1 R très souvent. Très, très souvent, oui. Après, tu verras tout à l'heure qu'on raisonne en valeur absolue. Donc déjà, d'avoir des valeurs négatives, c'est très rare, sur le R calculé, en tout cas. Mais tu peux avoir des valeurs démentielles. Tu peux avoir des valeurs supérieures à 1 dans certains cas. Ouais. Ouais, ça m'est déjà arrivé d'avoir des valeurs démentielles. Oups. Attends. Les conditions d'application.
Donc, il faut que ça soit un échantillon pris au hasard. De toute façon, on est dans des stats, le terme de hasard est très important. Et d'individus indépendants. Ça me paraît logique. Si vous prenez un effectif de 20 personnes, mais que sur les 20 personnes, vous ne savez pas pourquoi, il y a 2 fois la même personne, ben, l'échantillon est biaisé. Les 2 variables aléatoires suivent une loi normale. Alors ça, je vais devoir vous l'expliquer parce qu'il y a une différence entre ce que va suivre la loi aléatoire et ce que va suivre la statistique du test. Je m'explique. Les variables aléatoires suivent une loi normale bidimensionnelle, ça c'est sûr. Dans les tests de corrélation, vous partez du principe que les variables aléatoires suivent une loi normale, c'est une condition. Sauf que la statistique du test, elle, dans le cadre de petits échantillons, suit une loi de Student. Donc, c'est-à-dire que la première chose à écrire, c'est les variables aléatoires suivent une loi normale. Et après, vous verrez qu'on devra dire que la statistique du test de corrélation suit une loi de Student dans l'échantillon. Je ne sais pas si c'est très clair. Encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre. Ça me fait plaisir de vous réexpliquer. Il n'y a vraiment aucun souci sur ça. La variance conditionnelle constante, je vous l'ai mis, mais honnêtement, à ce niveau-là, en pré-rentrée, et surtout, je ne sais même pas si vous allez vraiment le voir, on s'en fiche. Là, à l'heure actuelle, on s'en fiche. Par contre, la relation linéaire entre x et y, ça, on ne s'en fiche pas, c'est vraiment très, très important. Ouais. C'est possible de réexpliquer. Oui, Pauline, bien sûr. À partir de où? Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu veux que je réexplique? Après, comme de ce qu'il faut écrire dans la formule pour trouver si c'est différent de 0. Ah, d'accord. Bon. On va faire un petit saut dans le temps. Je ne sais pas si je vous ai mis exactement. Attendez, hop. Enfin, je suis en train de tout vous spoil, mais c'est pas grave. Non, je ne l'ai pas mis. Ah si, je l'ai mis. Attendez. Ok. Hop, je saute. Bon. Alors, ça. Tac, 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 tac. Ok. Là, tu attaques ton exercice de statistique. Première chose que tu dis pour faire un test de corrélation, c'est de dire qu'il existe 2 variables aléatoires quantitatives et tu précises tes variables aléatoires. Donc, tu expliques ton x, tu dis à quoi ça se rapporte en n'oubliant pas l'unité. Donc, la variable x égale taille centimètre et l'âge, et y, la variable aléatoire relative à l'âge, mon âge du coup. Une fois que tu as dit ça, en général, tu mets ton effectif. Donc, tu dis mon effectif n égale à 20. Une fois que tu as posé ton effectif, là, tu poses tes conditions. Donc, tu dis la condition la plus importante, c'est les 2 variables aléatoires suivant une loi normale. Dans la population. Attention. Une fois que tu as mis ça, tu vois cette petite formule-là, avec l'encadré RXY, ça, c'est ton coefficient de corrélation. Si je dois être plus explicite sur le coefficient de corrélation, c'est ton R calculé. Ça c'est relatif à un calcul. Toutes les données, tu vas l'avoir dans l'énoncé. Donc, c'est un calcul assez simple. Et ça va représenter ton R calculé. Pour savoir si c'est égal à 0 ou différent de 0, tu me prends un peu de cours. C'est relatif à cette formule. Ce qui est à gauche, s'il vous plaît, ne regardez pas. J'ai fait exprès de vous faire la formule simplifiée parce que c'est assez compliqué à comprendre. Il faut juste comprendre que là, vous voyez, il y a un R entre 2 barres. C'est R absolu. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est votre R calculé, ça. Votre R calculé ne peut pas être négatif. C'est-à-dire que même s'il est négatif, vu qu'il est en valeur absolue, il sera positif. Ce que vous avez là, le grand R, c'est le R théorique. C'est le R que l'on va lire dans les tables statistiques. Mais ça, on va le voir juste après. Comment on lit un R dans une table statistique.
Dans le cadre où votre R calculé est supérieur à votre R théorique, ρ est égal à 0. En revanche, si votre R calculé est inférieur à votre R théorique, ρ sera différent de 0. Attention, c'est une approximation. Là, je retombe sur les hypothèses. Je viens de te faire la démonstration sur la diapo d'après pour te dire dans quel cadre on était égal à 0 et dans quel cas on était inférieur à 0 pour pouvoir conclure au fait que nos variables aléatoires soient indépendantes ou liées. R théorique, c'est selon le... Alors, attendez. R théorique, c'est selon le choix du risque. C'est dépendant du risque. Alors, attendez. Je reviens. En fait, vous anticipez tout le cours, mais ce n'est pas très grave. Le R théorique, oui. En fait, dans une table, tu vas te baser sur ton risque alpha. Et je vais te le montrer là. Ton R théorique, que tu vois là, est dépendant de deux facteurs. Il est dépendant de ton alpha. Donc, dans le cadre où on ne te donne pas de risque, tu prends alpha égale 5%, donc comme je vous l'ai dit, 0,05. Et le nombre de degrés de liberté. Le nombre de degrés de liberté, au final, ça représente quoi? C'est l'effectif, dans ce cas-là, moins les variables aléatoires que l'on a. Dans notre cas, on a deux variables aléatoires quantitatives. Donc, si vous avez bien suivi, ça serait égal à n moins. Je suis désolé si ça part dans tous les sens, je vais bien reprendre après, mais là, c'est vraiment pour répondre à vos questions. Après, on repart sur une structure normale. C'est n-2, exactement, Mathilde. Donc là, si je dois représenter mon R en indice de mon R, ça serait R 0,05, point virgule 18. Parce que je vous rappelle qu'on avait dit que notre effectif était égal à 20 personnes tout à l'heure. Et du coup, 20 moins nos deux variables aléatoires quantitatives, ça fait 18. Donc là, on a une formule générale qui nous dit que notre R calculé, s'il est supérieur ou égal à notre R théorique, au risque alpha 5%, au nombre de degrés de liberté 18, nous donne ρ égale 0. Dans le cas où ρ égale 0, je vous remontre. Dans le cadre où ρ de xy égale 0, nos deux variables aléatoires sont indépendantes. Est-ce que ça va? Mais je vous promets qu'avec des exemples, c'est beaucoup plus clair. Mais juste savoir là, si sur la partie course, ça va quand même. Merci, ok. Ça a l'air d'aller. Ok, top. Ok, ça va. Donc ça c'est dans le cadre où H0 est vrai. Oui. Cette formule-là qui est à gauche, elle sera dans vos cours. Et le prof sera beaucoup plus à même, parce que je ne suis pas prof, hein, je suis tuteur, le prof sera beaucoup plus à même que moi à vous expliquer le pourquoi du comment de chaque terme. Mais moi, je n'ai pas envie de me perdre dans des explications, je n'ai pas envie de vous perdre également. Je n'ai pas les bons outils encore pour bien vous faire comprendre chaque terme, comment ça se passe, etc. Donc, je laisse ça au prof pour cette formule-là. Moi, tout ce que je veux pour l'instant, c'est que vous reteniez cette formule simplifiée. Et la conclusion du test, parce que vous ne pouvez pas conclure, vous ne pouvez pas faire un test si vous ne faites pas de conclusion. Et la chose la plus importante en statistique, ce n'est pas tant le résultat. Parce que le résultat, en général, vous l'avez. Même nous, c'est ce que je remarque au fil des années en pharma, quand on fait des stats, parce qu'on en a en deuxième année, en quatrième année, en cinquième année. C'est la rédaction qui fait la différence. C'est comment on aborde le sujet, en fait. Parce que là, vous voyez, les petites phrases en rouge et en bleu, ça, c'est des points. C'est les petites phrases de français
tout bête que l'on oublie, mais qui pourtant rapporte des points. Donc, pour un risque alpha fixé, parce que aussi dans un énoncé, on peut vous donner risque alpha 1%, risque alpha 10%. Ne soyez pas étonnés. Ce n'est pas tout le temps 5%. Si on vous en donne un autre, bien sûr. Après, s'il n'y a rien, oui, ça sera 5%. Si R calculé inférieur à... Si R calculé inférieur à R théorique, il y a non-rejet de H0. Si R calculé supérieur à R théorique, il y a rejet de H0. Qu'est-ce que ça veut dire? Non-rejet de H0, ça veut dire que les variables sont indépendantes. Rejet de H0, ça veut dire que les variables sont dépendantes. Est-ce que ça va? Oui, allez, super. Si mon écran bug, on ne va pas s'en sortir. Allez, voilà. Donc là, je vais vous laisser réfléchir. Ah. Oui. Ah, okay. Là, je vais vous laisser réfléchir un peu. Ce que je vous demande, c'est de me sortir R dans un premier temps. On n'aura pas de calcul. Alors ça, Rémi, tu seras peut-être plus à même que moi. Moi, je vous avoue que tout ça, ça remonte à 5 ans. Je ne me suis pas renseigné sur les modalités. Non, pas de calculatrice au concours. Ok, bon, ça n'a pas changé. Donc voilà, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est des valeurs assez simples pour vous permettre de faire plus ou moins de tête. Pardon, je te recoupe, mais on n'a pas de calculatrice. Par contre, on aura, sur le sujet, il y aura les tables que tu as montrées là. Les Oui. tables de, je sais plus Les quoi. tables statistiques, sinon c'est Voilà, les impossible à tables, faire. Hein. voilà. Les tables statistiques, vous les aurez à la fin du sujet en annexe, notamment. Voilà. Ouais, non. Ah ouais, si on ne vous met pas les tables, vous ne pouvez pas les apprendre par cœur, de toute façon, celles-là. Ah oui, non, surtout, C'est- ne les apprenez pas. Hein. Ça sert à rien. Bon, je vous ai donné quelques valeurs, pas dans l'ordre, hein, c'est fait exprès, je vous ai mis les moyennes d'un côté, les écarts types de l'autre. J'insiste bien sur le fait que ce soit des écarts types. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le petit carré en exposant sur mes valeurs SY et SXY et SX. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, on simplifie tout. Je vous ai mis la moyenne X, la moyenne Y, et enjoy. Hein. Et enjoy, enjoy. Alors, si vous avez bien suivi, il y a deux valeurs qui ne vous servent à rien en calcul. Je préfère préciser. On met en valeur absolue. Oui, mais Siwar, je pense que tu comprends pourquoi je disais qu'il n'y a pas de valeur négative maintenant, au vu de ce que tu as trouvé. Oui, voilà. Ne vous affolez pas hein, si vous trouvez quelque chose qui n'est pas positif, du coup. Sinon, c'est faux, totalement. Oui, parce que là, vous avez un SXY qui est négatif, donc ça va être négatif. Le seul moyen d'avoir un résultat positif, c'est d'avoir eu une valeur négative au dénominateur, ce qui n'est pas le cas. J'ai aussi 1/8 en valeur absolue. Ouais. C'est ça. C'est ça, c'est 0,125. Ouais. OK. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, parce que vous avez votre R calculé, mais ça, c'est une étape assez loin dans votre raisonnement. J'aimerais que là, face à cet exemple, vous me disiez tout ce que vous êtes en mesure, avec les informations données, de dire.
quelles sont les variables, qu'est-ce qu'elles représentent, le risque que l'on va prendre, l'échantillon, les conditions, si vous êtes capable de me les ressortir. Vous pouvez faire un truc par point. C'est assez efficace et c'est assez bien perçu aussi de faire des petites puces. Je sais pas si on appelle vraiment ça comme ça, mais vous faites des petits points, des petits tirés, et vous mettez chaque information les unes après les autres. Deux variables quantitatives, oui. J'aurais pu vous faire la blague de mettre une variable qualitative compliquée, mais pas trop d'intérêt. Là, j'ai la taille, oui. Puisque le risque n'est pas précisé, on prend 5%, oui. Totalement. C'est bien, vous vous complétez. J'aime beaucoup. Je ne vous ferai pas ça pour l'autre exemple. Hein. Là, c'est juste une fois, et après, on fera ça ensemble. Si j'attends, c'est qu'il me manque 2-3 petites informations. On suit des valeurs prises au hasard et indépendantes les unes des autres. Oui. Très bien. A0, AG taille sont indépendantes. Oui. Totalement. A et elles suivent la loi normale. Oui. Et du coup, HA égale dépendante. Oui. C'est très bien. Donc oui, comme vous me l'avez dit, on a deux variables aléatoires quantitatives. Variable X qui est l'âge, variable Y qui est la taille. On a un échantillon de 20 personnes. Oui, ça c'est notre effectif. De 20 à 30 ans, je vous avoue que c'est une information... En fait, c'est une information importante dans le cadre où je vous ai mis chaque personne de l'effectif. Là, ça aurait été important. Mais vu qu'on n'a pas un retour sur les 20 personnes, on n'a pas des valeurs pour chacune des personnes, non, là on s'en fiche un peu. Dans l'énoncé, un seul échantillon de 20 personnes, n égale 20. Pas de précision sur le risque alpha, c'est ce qu'on me disait, donc oui, alpha 5%. Et là, dans le test, on réalise un test de corrélation noté R. C'est une phrase importante à mettre. Hein. On réalise un test de corrélation noté R au risque alpha égale 5%. Parce qu'en soi, vous faites un test de corrélation, c'est très bien, on le sait tous. Ici, on sait tous qu'on fait de la corrélation. Mais la personne qui voit ce que vous faites, qui vous corrige, qui analyse votre sujet, lui, si vous ne lui dites pas que vous faites un test de corrélation, à aucun moment, il va se dire que vous avez compris que vous faites un test de corrélation, à moins que ça soit explicitement dit dans l'énoncé. Donc, c'est très important de dire que l'on fait un test de corrélation, même si ça paraît évident à ce moment-là. Si j'arrive à skip, voilà. Donc ça, c'est le R calculé que vous m'avez fait tout à l'heure. Alors, les 24,5 ans et les 168 cm, vous l'avez bien vu hein, dans la formule simplifiée, ça ne nous intéresse absolument pas. Ah, il y a une question. Et on doit dire que le test suit la loi de Student. Alors, en soi, tu le dis plus tard. Il y a un moment dans l'énoncé où tu vas devoir le dire. C'est quand tu vas faire ton R théorique. Mais tu peux aussi le dire au début, ouais. Tu peux aussi le dire au début. Tu dis que la statistique du test, la phrase exacte, la statistique du test suit une loi de Student pour n-2 degrés de liberté. Mais que tu le mettes au tout début. Après, ouais, c'est sûr que dans le raisonnement, c'est mieux de le mettre au tout début quand tu fais tout d'un coup. Quand tu mets tes conditions, quand tu mets ta population, quand tu mets ton test. Mais tu peux aussi le mettre ouais, quand tu fais ton R calculé, c'est pas un souci. Tant que tu le mets, j'ai envie de te dire. Donc, ouais, le R calculé, vous avez obtenu une valeur négative. Alors, c'est pas un souci.
parce qu'on raisonne en valeur absolue. Donc, vous n'avez pas de valeur négative au final. Donc là, oui, votre R calculé, c'était bien 1/8, donc 0,125. Je mets 0,125 parce que vous verrez dans les tables, ce n'est pas sous forme de fraction, c'est vraiment sous terme numérique. Et vous avez des valeurs assez space. OK. Donc là, c'est un simple rappel de votre R calculé. Et pour comparer tout ça, il faut obtenir notre R théorique. Jusque-là, je rabâche, je radote, mais on est toujours au même point. Non, c'est clairement pas ça. Voilà. Alors, dans notre cas, on a du coup notre risque alpha 5%. Donc là, vous prenez la colonne centrale pour alpha égale 0,05. Bien. Dans un deuxième temps, vous prenez votre nombre de degrés de liberté. Donc notre effectif, c'est 20. De toute façon, j'ai pris 20 pour tout. Donc 20 moins 2, nos deux variables aléatoires quantitatives. Vous obtenez 18. Bien. Donc là, vous faites le lien entre votre colonne du risque alpha et votre ligne de DDL, et ça va vous donner une valeur. Et c'est ça le R théorique. C'est grand R en indice, le risque alpha, et vos degrés de liberté. Et on obtient, dans ce cadre-là, 0,444. C'est pour ça que je vous ai dit, mettez pas en fraction, si vous pouvez, mettez directement en valeur décimale. Et du coup, notre 0,444, il doit bien servir à quelque chose. Et c'est là qu'on compare. On est déjà à la conclusion du texte. Alors, je fais une petite aparté. Normalement, ce n'est pas fini. Parce qu'on doit calculer ce qu'on appelle le ρ significatif. Donc le R significatif, c'est le R pour lequel notre R calculé va être égal à notre R théorique. Pourquoi je ne l'ai pas mis là? Parce que c'est assez compliqué à démontrer. Je ne suis pas sûr que vous ayez la démonstration, mais juste une valeur donnée, en fait. Donc ça encore, je laisse au prof tout le plaisir de vous expliquer pourquoi. Nous, en pharma, c'est pour ça que je me suis arrêté là, on s'arrête ici, on ne va pas plus loin. Donc c'est vraiment ce que je maîtrisais et ce que je suis en mesure de vous expliquer. Le reste, je n'avais pas envie de vous perdre, donc je suis désolé, ça n'apparaît pas. Sachez qu'il existe un R significatif qui sert à montrer quand R calculé sera égal à R théorique. Et si ça en intéresse certains, je peux vous l'expliquer hors du cours. De toute façon, vous aurez mon contact à la fin. Mais là, ça va plus vous perdre qu'autre chose. Et le prof vous l'expliquera beaucoup mieux surtout. Conclusion de notre test. On a R calculé qui est inférieur à R théorique. Oui, 0,125. Jusque-là, c'est inférieur à 0,444. On a non-rejet de H0 dans ce cas. Donc, on peut conclure que les variables sont indépendantes. Est-ce que ça va? Oui, ok. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous êtes 17, 16 peut-être, 15, je ne sais pas. Oui, ok. Ça tombe très bien parce que le prochain, vous allez le faire tout seul. Mais tout seul, tout seul, tout seul. Ok. Ok, super. Ça a l'air d'aller. Bon, vous le faites tout seul, mais je suis assez gentil, j'ai pris les mêmes variables. Âge et taille. J'ai pris un échantillon similaire, n égale 20, pour ne pas trop vous perdre. Donc là, si vous suivez, vous savez que vous allez obtenir le même R théorique. Je vais vous le donner maintenant. Comme ça, vous pouvez
tracé sur votre exemple. R théorique, c'est 0,444, ça ne va pas bouger. Là, ce qui va changer, c'est votre R calculé. Ce que je veux, après cet exemple, c'est fini. C'est un cours assez rapide, hein, vu qu'on ne fait pas la régression, qu'on ne fait que la corrélation. Mais après, je vous laisserai un petit temps pour poser toutes vos questions, si vous en avez, bien sûr. Là, vous avez votre R théorique qui est 0,444. Ce que je veux, c'est quelqu'un où vous pouvez vous compléter. Je veux le raisonnement de A à Z. De nos variables aléatoires quantitatives jusqu'à la conclusion du test. Et à la fin, s'il me reste un peu de temps, je vous expliquerai quand même, grosso modo, le R significatif. Parce que je vous ai teasé quelque chose. Je vous expliquerai dans les grandes lignes ce que c'est. Donc là, c'est à vous de jouer. Il est... Et quelle heure? Il est 43. Je vous laisse jusqu'à 55. Allez, je vous laisse 10 minutes à peu près, un peu plus. Et si vous avez des questions pendant que vous réfléchissez, n'hésitez pas. Même si vous êtes tout seul, je reste à côté. Alors, des astuces pour le calcul mental. Attends, c'est quoi ton calcul? 60. Non, mais en général, pardon. Ah, ok. Des astuces. Ouais, l'astuce, c'est de réfléchir si tu peux diviser ton nombre par un chiffre plus petit. Je m'explique. C'est comment je peux faire ça? Mais c'est des simplifications de fractions, en fait. Par exemple, si tu as 100 sur 20, tu divises par 5, ça te fera 20 sur 4. Enfin, j'ai pas plus d'aide que ça, en fait, à part des simplifications de fractions. Sinon, là, si tu sais que ton numérateur et ton dénominateur sont assez proches, bon, tu sais que ça va donner une valeur proche ou proche de 1, en fait. Et avec ça, tu jongles, tu doses, en fait. Du coup, on accepte H1. Oula, oula. Mathéo, c'est très bien. Est-ce qu'on aura du brouillon à l'examen? Oh, les questions techniques d'examen, c'est Rémi. Enjoy. Je sais pas. Normalement, oui, hein. Oui, oui, oui. Vous avez Ouais. des brouillons et si on vous en distribue pas, sur le sujet, il y a largement assez de place pour écrire. Du coup, je reprends Mathéo, c'est très bien. Ce que tu me dis m'a l'air cohérent pour l'instant, mais il y a tellement de choses à dire avant. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de calculs? Ah non. Non, non, non. Non, non, ben, à partir du moment où vous n'avez pas de calculatrice, non, vous n'avez pas beaucoup de calculs et encore moins des calculs compliqués, hein.
Ah, ça, Rémi, je sais pas si tu sauras en plus, c'est en QCM ou pas. J'avoue que je me suis pas intéressé à... Oui, oui, c'est en QCM, hein, il y a pas de rédaction en maths. Il faut que vous alliez voir les annales. Bon, de toute façon, Ouais. on va vous faire passer des annales nouveaux thèmes aussi, mais il y a pas de rédaction. Ce qui se passait, enfin là je parle de la passée, c'était il y a longtemps, c'est que quand on avait des questions de calcul, en fait, c'était des QCM, mais fallait faire sur son brouillon un petit calcul très rapide pour pouvoir répondre aux questions et c'est pour ça, une question en général sur les biostats, ça c'est variable, hein. Je dis pas de bêtises, c'est variable, c'est indépendant encore ça. Ouais, ça dépend du prof, en fait, je pense. Faut regarder les annales là, de l'année dernière, du coup. Ah, mais je vous ai mis un QCM en plus. C'est le pire QCM que j'aurais pu vous faire d'ailleurs, mais enfin pire dans le sens où c'était pas les choses les plus essentielles, mais c'est assez important quand même. On a rejet de H0 puisque R calculé supérieur à R théorique. Mhm. Ok. Pour l'instant, mais ça risque d'arriver, je pense. Je te répondais à toi, KMP, hein, quand je disais pour l'instant. Mais c'est tiré au sort les valeurs, c'est-à-dire. Alors ça, en fait, tout ce que vous voyez, d'ailleurs, j'ai fait un remerciement à la fin sur le prof, que je trouve très bon d'ailleurs, et sur un de mes profs de pharma également, c'est que ça, c'est des exemples du cours, en fait, hein. Là, en fait, je vous l'explique plus en profondeur parce que du coup, c'était son diapo qui l'expliquait à l'oral. Il n'y avait pas les explications orales du coup, mais ça, c'est tiré du cours, hein, les exemples que je vous fais, du cours qu'il a fait. Mais du coup, pour te répondre, non, les valeurs sont indépendantes et sont tirées au hasard. Oui, oui, c'est des variables aléatoires. Donc, nos variables sont dépendantes. Je sais pas, je sais pas encore, hein. Moi, j'en suis pas là, hein. J'ai J'ai trop de choses à dire avant. Moi aussi, j'ai trouvé une dépendance. Je vous dis pas que c'est faux, justement. Définir 0 et H1, oui. Est-ce que vous avez tous fini? Est-ce que si vous avez tous fini, on peut continuer? Oui, oui, oui. Ben tiens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est volontaire pour prendre la parole et m'expliquer son raisonnement? Enfin, pas pour m'expliquer à moi, enfin pour m'expliquer son raisonnement et pour l'expliquer aux autres également. Un peu de pédagogie inversée, en vrai, ça peut vous aider. N'hésitez pas à prendre la parole, hein, franchement, il n'y a pas de Ouais. mauvaise réponse. Après, les maths, c'est pas mon fort. Ben, justement, en fait, faut pas que tu le vois en mode c'est pas mon fort, faut plutôt que tu le vois en mode c'est la chose que je peux améliorer, tu vois. Moi, je sais qu'il y avait des matières que j'aimais pas et auxquelles j'étais pas bon. J'avais même peur d'ouvrir les annales, pour vous dire. Et je me suis dit, mais en fait, si je me lance jamais, ben, je vais garder cette peur au concours. Et vaut mieux que je me trompe avant que le jour J. Et ben, mon S1, du coup, de première année, j'avais mal raisonné, justement, j'étais trop dans la peur. En fait, j'étais en mode, si je n'ouvre pas les annales, ben, je peux pas me tromper, du coup, et j'aurais pas faux. Et au S2, je me suis dit, bon, quitte à se tromper, tant pis, hein.
Et j'ai fait un bon S2 du coup. Voilà, c'est pas pour te mettre la pression non plus, Mathéo, mais si tu te trompes, personne va t'en tenir rigueur, hein. Oui, et puis là, en plus, on est en petit groupe, on est là pour s'entraîner, c'est la pré-rentrée, donc C'est ça. Et puis, je connais rarement quelqu'un qui me dit, moi, les maths, c'est vraiment mon point fort. Non, c'est un peu le cas de tout le monde, je pense, hein. C'est pas ce que vous aimez le plus en général. allez Mathéo, moi je te sens chaud, vas-y, lance-toi. Après, je comprends totalement que ça puisse vous stresser de prendre la parole devant tout le monde, hein. Je vous forcerai pas, attention, hein. Mais Mathéo, je pense que c'est ton moment de briller. Mathéo, là, je sens que tu peux y aller. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Bon. Tip top. Je vais faire de mon mieux. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Alors, tout d'abord, on définit H0 et H1. Ouais, Donc, H0, les variables sont indépendantes entre elles. ok, Et H1, l'inverse, hein, elles sont dépendantes entre elles. ok. Après, on dit que c'est fait au hasard. Enfin, Ouais, voilà. Ensuite, on dit que donc l'effectif, il vaut 20. ok. Voilà. Donc, ensuite, le risque, il n'est pas donné, donc alpha est égal à 5%. Ouais. Ensuite, faut faire le calcul. Ouais, c'est très bien pour l'instant, vas-y, continue, c'est très bien. Donc, dans les données, on a donc SXY est égal à 60. Ouais. Donc, on met 60 au numérateur. Et après, au dénominateur, on fait 3 fois 22. Donc, 3, c'est SX. Et 22, c'est SY. Ouais. Voilà. Donc, après, ça fait 60 sur 66. Donc, après, si on simplifie, ça fait, ça fait 10 sur 11. Et après, donc, ça fait 0,9 si on fait 10 divisé par 11. Très bien. Donc, on voit que 0,9, il est supérieur à 0,444. Ouais. Bon, après, normalement, il faudrait aller voir dans le tableau. Oui, oui. Voilà, Je vous l'ai donc, donné, mais ouais, il faut il n'est pas vérifier. donné 0,4. Bon, voilà. Et donc, on voit que le, comment on appelle ça, le coefficient de corrélation, il est supérieur au R alpha. Mm. Donc, du coup, on rejette l'hypothèse H0. Ok. Et donc, on accepte H1 qui est de dire que les variables sont dépendantes entre elles. Ok. C'est très, 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 très bien. La seule chose que tu as oublié encore, c'est un oubli, c'est de me dire qu'on suit une loi de student dans l'échantillon. Mais ça, anecdotique, j'ai envie de te dire. Et que les variables aléatoires sont quantitatives, je ne sais pas si tu me l'as dit. Du coup, c'est là que j'interviens. En fait, ce genre de truc, c'est déjà écrit dans l'énoncé. Ouais. Donc, normalement, on est censé le savoir. Comme c'est que en QCM, c'est pas rédactionnel. Je sais pas si tu Ouais. fais bien, Dylan. De quoi? Je, je viens de dire que comme c'était une loi de student qui suit l'échantillon ou je sais pas quoi, ça, normalement, c'est déjà écrit dans l'énoncé. Donc, Ok. on n'est pas obligé de se le redire ou quoi, parce qu'en fait, c'est un QCM, donc on rédige pas. Ok. Voilà. Ok. Je savais pas que c'était Normalement, déjà. c'est déjà écrit dans l'énoncé, donc tu le sais, tu le sais déjà. Là, suivi dans l'échantillon, le point dans l'effectif pour les petits, on dépend des students, espère 30 égale loi normale. Alors non, c'est un faux exemple. Dans la corrélation, tu prends toujours la loi de student. Tu prendras toujours la table que je t'ai montrée tout à l'heure, Mathilde. Mais en général, ouais, c'est ce qui arrive. Ça, c'est sur les autres tests statistiques, hein. Je vous fais une petite transition comme ça. C'est que quand tu as un petit échantillon, c'est très, très souvent student. Quand c'est inférieur ou
Non, quand c'est strictement inférieur à 30, en fait. Et quand c'est supérieur ou égal à 30, c'est un grand échantillon. Et là, du coup, ouais, notre effectif va tabler sur une loi normale, centrée réduite, si on doit être exact. Comment on définit H0 et H1? Et c'est quoi H1? H1, c'est l'hypothèse alternative. H0, c'est l'hypothèse qu'on veut, quoi. C'est l'hypothèse vraie, on va l'appeler comme ça. Et du coup, H1 ou HA, tu as plusieurs façons de l'appeler, c'est l'hypothèse alternative lorsque on rejette H0. Je ne sais pas si c'est plus clair. Ok. En tout cas, Mathéo, encore une fois, très bien. Là, je vous fais raisonner, oui, même sans QCM, mais je pense que quand c'est clair dans sa tête, les QCM, après, ça vient vraiment tout seul. Dans l'énoncé un seul échantillon, c'est la même chose. Franchement, il n'y a rien qui change, sauf ce R calculé. Ce R calculé, là, 60 sur 66, d'ailleurs, très bonne simplification de fraction. Ça nous donne 0,91. Ce 0,91, il va être cool parce que du coup, on a le même R théorique. Pour le coup, c'est d'ailleurs ce que le prof fait dans son cours, c'est qu'il prend le même R théorique pour vous montrer un exemple quand on est supérieur à R théorique et quand on est inférieur, pour vous donner les deux cas de figure. Je vous rassure, il n'y en aura pas un troisième. Jamais il s'amusera à vous faire un R calculé égal à R théorique. Conclusion du test. Du coup, notre R calculé, qui est égal à 0,91, est supérieur à 0,444. Rejet de H0 dans ce cas, donc ça revient à nos hypothèses, qu'a très bien expliqué Mathéo. On peut donc conclure que les variables sont dépendantes dans cette population. Donc du coup, si on doit écrire encore plus en français, on peut dire que l'âge et du coup la taille sont liés. Pour des enfants de 10 à 20 ans. Si vous voulez faire une phrase en français, là, je ne suis pas au bon endroit. Voilà, de 5 à 10 ans, pardon. Donc, vous pouvez dire dans l'échantillon représentant des garçons de 5 à 10 ans, la variable x, âge, et la variable y, la taille, sont liées. C'est toujours cool de mettre... là, je vous dis de mettre, mais c'est des QCM, mais voilà, je me comprends. Est-ce que c'est clair pour vous, la corrélation? On a la covariance? Ouais, tu as tout, Alexia, dans l'énoncé. Tu as carrément tout. Tu as toutes les valeurs que je t'ai montrées, en fait. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Enfin, si je vais réussir. C'est pas une question, en fait. Ça, ce que vous voyez là, ça là, x égale 7 ans, sx égale 3 ans, y, tout ça, en fait, c'est tiré directement d'un énoncé. Et vu que nous, on a vu tout à l'heure qu'on prenait la formule simplifiée, ben là, vous avez juste votre R calculé qui est hyper simple, entre guillemets, parce que du coup, vous avez votre SXY sur SX fois SY. Et vous voyez que ce n'est pas des trucs impossibles à faire de tête. Donc après, ça peut être totalement R calculé est égal à 0,4 ou R calculé est égal à 0,9. Vous vous doutez bien que 60 sur 66, c'est plus proche de 0,9 que de 0,4, par exemple. 3 tests de student. Petit échantillon, Mathéo. Petit échantillon, et le prof, d'ailleurs, évite de vous embrouiller parce qu'il prend également des effectifs égaux à 20, donc inférieurs à 30. Ce qui est assez cool, d'ailleurs. Mais tu verras, comme je le disais tout à l'heure, que student, c'est vraiment pour les petits échantillons. Après, il y a des tables spécifiques pour certains tests que vous verrez plus tard. Je ne vais pas vous spoiler les autres tutos. Mais il y a des tables spécifiques pour certains tests. Ouais. Mais là, si tu dois retenir vraiment une information importante, c'est petit échantillon, student, grand échantillon, loi normale. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce qu'on a vu ou pas?
N'hésitez pas, c'est vraiment le moment. C'est un exemple que je pourrais te parler à la fin STP. Oui, il n'y a pas de souci. Putain, je l'ai lu à voix haute, pardon. Mais oui, oui, pas de souci. Vous avez l'air d'être bon. Je réfléchis. On va passer. Voilà. Bon, ça, c'est le petit QCM. Alors, je ne dis pas si ça va être comme ça le jour J. Mais ouais, je vous ai fait un petit QCM. J'aurais pu en faire plus, mais il y en a un, c'est sur les conditions relatives au test de corrélation, vu que c'est un point qui est important dans le cours du prof. Il a mis plusieurs fois ces conditions. Donc, j'estime ça important également. Je vous laisse réfléchir. Et j'aimerais bien vous entendre aussi. Enfin, si quelqu'un peut prendre la parole pour A, ensuite une autre personne pour B, et me dire pourquoi aussi. Une autre personne qui me dit pour C, pour D et pour E. Bon, la réponse E, vous vous doutez qu'on s'en fiche un peu, mais que j'ai au moins 4 personnes différentes. Et Mathéo, t'es sauvé pour celle-ci, t'es pas obligé de parler. Je veux entendre les autres personnes. À tout hasard, Mathilde, Siwar. Vu que vous participez plutôt bien. CR aussi, ouais, tu participes plutôt bien. Alexia aussi, Mathilde. Voilà. N'hésitez pas à prendre la parole. Je ne vais pas vous manger. Mais du coup, on prend la parole pour expliquer là où on a mis faux et là où on a mis vrai. Du coup, tu peux me faire la A, me dire pourquoi tu l'aurais mise faux ou pourquoi tu l'aurais mise vrai. Ben, en fait, si on prend un échantillon au hasard et différents individus, ben, c'est censé être indépendant et non dépendant. Sinon, Ouais, c'est biaisé. exactement. Ouais, ouais. C'est un paramètre hyper important. Pour la A, c'est que c'est bien des individus indépendants. Ben, sinon, ouais, comme tu l'as dit, l'étude est biaisée et c'est pas du tout ce qu'on veut. Ça, c'est hyper important aussi quand vous faites si je dois transposer les statistiques à des choses concrètes, c'est hyper important quand vous faites des études de cas, en fait. Quand vous faites des essais précliniques, des essais cliniques, que vous prenez des personnes, que vous faites du coup, des stats à partir de certaines valeurs, par exemple, un médicament placebo avec un vrai médicament, voir comment c'est lié, etc. C'est hyper important, oui, que les individus soient indépendants. Ouais. Ça, c'est ce qui se passe du coup dans la vraie vie. Le terme couple, je ne comprends pas. Ok. C'est une façon de parler pour dire qu'on a la variable x et la variable y qui sont traitées ensemble dans l'énoncé. Je retrouve beaucoup de fois ce terme couple. Mais ouais. Ok, je vois ce que tu veux dire en fait. Couple, ça ne veut pas dire qu'ils sont liés. C'est ça ta question? Je ne sais pas, mais couple XY, ça veut juste dire les deux variables x et y en fait. Ouais, ouais, ouais. Non, ça ne veut pas dire qu'elles sont liées. J'ai pas pensé à ça, ouais. Du coup, pour la B, j'attends quelqu'un. D'ailleurs, je ne sais pas qui c'est qui m'a répondu pour la A, mais merci beaucoup et c'était très bien. Après, vous m'avez tous dit BD, oui, mais je veux vous entendre. Bon, B, vous avez bien compris, et je vais le faire moi, que oui, on suit une loi normale pour les variables. Là, il existe une relation quelconque entre x et y. Je te remets, alors il y a quelqu'un qui m'a demandé la liste, je te remets ça de suite après le QCM. De toute façon, le diapo, vous l'aurez à la fin. Donc, vous pouvez reprendre tout ça calmement. Relation quelconque entre x et y. Alors, le mot quelconque en stats, il est à bannir. Ça n'existe pas.
Exactement. Et vous avez même des représentations schématiques faites par le prof qui sont très bien faites pour vous expliquer quand on est inférieur, supérieur à 0, etc. B. Pour B, je ne comprends pas. On n'est pas censé voir quelle loi c'est en fonction de la taille de l'échantillon. C'est ce que j'expliquais au tout début, Pauline. En fait, le couple XY, ça représente nos variables aléatoires. Mais là, du coup, on est dans la population. Ce n'est pas réellement l'échantillon de personnes que l'on traite à ce moment-là. Parce que oui, l'échantillon de personnes n égale 20, je suis d'accord avec toi, c'est un petit échantillon qui répond à la loi de Student, dans ce cas-là. Mais notre couple, c'est une condition, c'est acté, c'est comme ça. Il suit du coup une loi normale. Ouais. Ce sont les variables aléatoires, dans ce cas-là, qui suivent une loi normale. Je me doute que c'est pas forcément évident à faire la distinction entre les deux, mais vous verrez qu'en fonction des exos et avec les exemples que le prof vous fera, j'espère qu'il vous en fera d'autres cette année que ceux que je vous ai fait, sinon vous allez avoir les mêmes. Mais vous verrez que ça sera beaucoup plus parlant. D, c'est vrai, c'est une des conditions, ouais, totalement, relation linéaire entre x et y. Exact. Et la réponse E, ben, ouais, c'est vrai ou faux, c'est à vous de voir ça, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Tac. Donc voilà, je vous ai remis du coup l'explication pour la B, que c'est vrai, mais que la statistique du test, elle, suit une loi de Student. Encore une fois, je me répète. La A, c'est bien individu indépendant. La C, c'est totalement faux. La D, c'est bien une relation linéaire. Et je vous remets les conditions que l'on a vues au début. Je ne sais plus qui c'est qui demandait les conditions. Je crois que je suis allé trop vite. La variance conditionnelle constante. Le prof n'en parle même pas. C'est juste mis dans les conditions. Mais en fait, c'est à apprendre. C'est juste à apprendre ces conditions-là parce qu'il peut très bien vous faire un QCM en mode quelles sont les conditions d'application du test de corrélation. Vous mettre une petite liste et de vous demander lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses. Donc ça, c'est les maths que j'appelle français. C'est ceux qui sont à apprendre par cœur. C'est pas ces 4 conditions-là, ouais, apprenez-les par cœur. Pourquoi on dit relation linéaire? Est-ce que tu peux préciser? Oui, bien sûr. Alors, tu vas avoir dans ton cours, du coup, en fait, comment c'est sous la forme d'une droite, en fait. Je sais pas si en fait, je sais pas si vous faites les fonctions encore. Si certains ont fait les fonctions au lycée, tout ce qui est affine, linéaire et tout. Ouais, ok, ça représente en gros la linéarité entre, tu vas avoir ton axe X des abscisses, ton axe Y des ordonnées, et du coup, tu vas avoir ce qu'on appelle un nuage de points de corrélation, mais qui correspondent à une droite linéaire. En fait, la représentation schématique du test de corrélation, c'est une représentation schématique linéaire, c'est une droite. Plus ou moins, les points sont plus ou moins sur cette droite-là, mais pour expliquer grosso modo, ça représente une linéarité entre x et y de manière schématique. Je vais essayer de vous le montrer. Non, je ne peux pas quitter mon diapo. Bon, tant pis. J'ai compris, oui, pour tracer une droite de régression, tout ça, c'est représenté par un nuage de points, c'est vrai, oui, totalement. Bah, le test de régression est beaucoup plus parlant que la corrélation pour ce côté linéaire. Parce que du coup, la régression, c'est de la forme y égale à x plus b. C'est beaucoup plus parlant, en fait, d'avoir une pente et une ordonnée à l'origine pour comprendre que c'est linéaire. Mais ouais, le test de corrélation rejoint cette linéarité aussi. Ouais. Mais c'est vrai que le point schématique, je ne l'ai pas fait dans ce cadre-là. Mais du coup, je vous l'explique. Est-ce que ça vous intéresse, du coup, une brève explication de ce fameux rho significatif ou pas? Si vous me dites oui, j'explique. Si vous me dites non, oui? Ok. Go. Allez, on va y aller. Vous verrez, c'est pas compliqué.
faut l'imaginer en fait. Alors, on va le faire via les exemples, ça sera beaucoup plus simple. OK. Là, vous avez du coup votre risque alpha. Jusque-là, vous me suivez. Alpha égale 0,1, alpha égale 0,05, alpha égale 0,01. OK. Bon. Notre R calculé, nous, on a 0,125. Et dans la table, on a 0,444. Vous êtes d'accord? Jusque-là. Je pense que ça va. Oui. Là, vous imaginez, dans cette table-là, vous imaginez dans cette table-là, vous restez sur votre nombre de degrés de liberté à 18, que vous cherchez 0,125. Là, nous, tout ce qu'on a malheureusement, c'est 0,378, 0,444, 0,561. On aimerait que notre R théorique soit égal à notre R calculé. C'est ce que je vous ai expliqué très rapidement tout à l'heure. Donc, où est-ce que dans cette table, notre 0,125 pourrait être au final? « 0,10 ». Eh ben non. Non, non, non. Si on change le risque. Non, 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 on garde le même. Là, on va pas s'amuser à changer le risque. Là, il faut juste s'imaginer, du coup. Ah, attends. Oui, non, c'est pas faux ce que tu dis, pardon. C'est pas faux. C'est vraiment pas faux. Mais tu le changes pas réellement. Hein. Tu te projettes, en fait. Je préfère le préciser. Tu dis pas je change mon risque. J'ai pas compris la question. Oui, Mathéo, il n'y a pas de souci. Là, du coup, on est dans cette table. Notre R calculé tout à l'heure, c'était 0,125. Jusque-là, tu es d'accord. Pour n égale 18 degrés de liberté, où est-ce que ce 0,125 dans notre imaginaire pourrait être? Et c'est vraiment tout bête, pour le coup. Donc, risque alpha supérieur à 10. Exactement. Exactement, 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 exactement. On augmente Mathilde. C'est-à-dire que je comprends quand tu me dis inférieur à 0,10, mais du coup, tu augmentes. Genre, tu vas passer à 0,20, à 0,30, à 0,40. Mais exactement, Alexia, ouais. Là, il faut s'imaginer que notre 0,125, il est parti à gauche totalement. Là, notre 0,378, il est beaucoup plus loin sur la gauche, si on doit l'imaginer. Donc, ça voudrait dire que notre ρ serait supérieur à 0,10. Et c'est tout. Ça, ce que je viens de vous expliquer, c'est vraiment dans les grandes lignes. Ça, c'est du coup le... Ah, je perds mes mots. C'est le ρ significatif, pardon. Je vais y arriver. En gros, c'est ça. Pour faire très simple. Et je pense pas que ce sera plus compliqué que ça à comprendre. Mais il y a une démonstration très compliquée. Je pense que le prof vous fera pas. Hein. Mais j'ai hésité à vous le faire parce que je savais pas si c'était comme ça que le prof voulait que je l'explique en tout cas. Mais voilà, il faut bien comprendre que c'est dans l'imaginaire que du coup, notre R, qui est égal à 0,125, se retrouve quelque part totalement sur la gauche pour un du coup ρ supérieur à 0,10. Oui, R est inférieur, mais le degré de signification est supérieur. Je ne sais pas si c'est bien exprimé. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça, Mathilde, ouais. C'est très bien expliqué d'ailleurs. Tu peux répéter juste comment on se projette? Oui, bien sûr. Une fois que tu as tout. Ben, tu sais quoi? Je vais te le réexpliquer, mais avec le coup où on est supérieur, du coup. Parce que ça sera une autre façon d'aborder. OK. On avait obtenu 0,91. OK. Autre raisonnement. Et du coup, c'est qui m'a posé la question? Hop, c'est
Tag de valeur avec d'autres risques alpha. Non, 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 non. Ça, c'est les risques alpha les plus souvent représentés. C'est pour ça que je vous ai dit de l'imaginer. Surtout, ne sortez pas un autre risque alpha que ces trois-là. C'est pour ça que j'avais peur de vous perdre. Là, c'est vraiment de la projection. C'est vraiment, on se l'imagine en fait. C'est qui m'a... Tu peux répéter. Ok, donc Siwar, on va le faire ensemble. Du coup, je t'attends dans le chat, si tu veux pas parler. Dans ce cadre-là, où on a 0,91, où serait 0,91 par rapport à notre R théorique? Enfin, comment je peux t'expliquer ça autrement? C'est pas du tout correct ce que je vais dire. En gros, imaginons qu'on remplace notre R théorique pour obtenir le même R théorique que notre R calculé, soit 0,91. Où est-ce qu'on se projette dans cette table? Genre, imagine, il y a des colonnes en plus quelque part pour obtenir ce fameux 0,91. Sachant que tu as des valeurs croissantes de gauche à droite. Bah, on se projetterait plus dans 0,10, non? Ça, c'est du coup si tu veux diminuer, si tu es inférieur à 0,444. En fait, regarde. Tout à l'heure, on avait 0,125. Donc, du coup, dans tous les cas, on était inférieur à 0,444. Donc, on allait se trouver sur la gauche de ce terme. Tu es d'accord avec moi? Oui. Sauf que ce 0,125, là, actuellement, pour n pour le nombre de degrés de liberté 18, il n'existe pas. Tu n'as pas de 0,125. Le minimum que tu es, c'est 0,378. Donc, ça veut dire qu'il faut imaginer notre 0,125 encore plus bas que le 0,378. Et c'est là que Mathilde s'est bien exprimée tout à l'heure en disant que, OK, 0,125, c'est inférieur à 0,378, qui est la plus faible valeur obtenue, mais du coup, on sera supérieur au risque alpha 0,10. Parce que certes, de gauche à droite, on est décroissant, mais de droite à gauche pour le risque alpha, par contre, on est croissant. Est-ce que c'est un peu plus clair? J'ai l'impression que c'est pire que tout à l'heure. Non, j'ai compris. Du coup, le risque, il peut aller jusqu'à 0,11, 0,12, c'est ça? Ouais, on le dit pas comme ça, mais si tu dois le comprendre comme ça, oui, c'est ça en fait. D'accord. Ouais, c'est bon, alors j'ai compris. Donc du coup, notre ρ significatif, lui, sera supérieur à notre alpha 0,10 pour 0,125. Mais là, du coup, si tu as compris, notre 0,91, il serait où? Pour les autres, est-ce que ça va du coup Mathéo, Alexia, Mathilde, CR, je crois qu'il y avait aussi. Désolé si j'en oublie. Amy. 0,91, il serait plutôt inférieur, non? Alors, 0,91, il serait en soi supérieur aux valeurs que l'on a pour 18 degrés de liberté. Le max que l'on ait, c'est 0,561 dans ce cas-là. Donc, du coup, vu que c'est des valeurs croissantes de 0,378 à 0,561, on va s'inventer des valeurs. Imagine, après, il y a 0,604, après, il y a 0,712, 0,894 et notre fameux 0,91. Tu es d'accord avec moi que le risque alpha, lui, il diminue, par contre. Oui. Donc là, ça serait revenir à dire que P, donc gros significatif, est inférieur à 0,01 dans ce cadre-là. D'accord. Oui, c'est bon. Je vois. C'est vers la droite, on diminue le alpha. Ouais, exact. Donc voilà, ça, grosso modo, c'est du coup le degré de signification. Est-ce que ça va du coup? Je vous le demande tout le temps, je sais, j'arrête pas, mais je préfère être sûr. C'est quoi la définition de P significatif? C'est la valeur pour laquelle, pardon,
R calculé sera égal à R théorique. Et donc, c'est juste ça. Tu conclus juste comme ça. En fait, c'est pour ça aussi que je voulais pas faire. C'est juste que ça s'arrête là, en fait. Donc là, comme dit KMP, tu peux conclure que du coup, pour ρ significatif, par exemple, inférieur à 0,01, R calculé égale R théorique. En gros. Voilà. Mais du coup, vu que je vous en ai parlé, je vais rajouter une diapo exprès sur ça pour vous remettre la définition du ρ significatif, pour vous réexpliquer comment on fait, pour vous faire les décalages sur les tables pour que ça soit plus clair, parce que là, uniquement à l'oral, peut-être que ça l'est pas. Donc, il y aura des diapos en plus, ne vous inquiétez pas. Ouais, oui, Alexia, on peut dire ça comme ça, ouais. Trouver un risque plus juste, ouais, ça sera. Après, il faut bien comprendre que c'est pas le risque qui bouge, hein. C'est vraiment la valeur que l'on cherche à obtenir en fonction d'un risque donné. Mais oui, ça serait retomber sur ses pattes en mode on décale pour avoir un risque plus juste, ouais. Si ça t'aide à le comprendre comme ça, tu peux te le dire comme ça. Totalement. De toute façon, je vais vous remettre des diapos vraiment pour bien cadrer tout ça, pour vous remettre un peu une méthodologie là-dedans, vous expliquer comment ça se passe. Et quand on parle de risque, c'est le risque d'erreur dans les calculs. Ouais, c'est ça. Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Ou ça va? Peut-être sur d'autres stats aussi, parce que nous, en pharma, on fait vraiment tous les tests, alors que ça soit du quantitatif, du qualitatif, les deux ensemble. Je rigole, il n'y a pas les deux ensemble. Heureusement. Peut-être des questions sur pharma, je sais pas. Vu qu'il nous reste un peu de temps, j'ai fini assez en avance. Sinon, je peux vous laisser une pause aussi si Rémi est d'accord. Oui, oui. Bon. Alors C'est après, comme... il y a les témoignages aussi Ouais. des anciens LAS. Donc, c'est soit on fait une petite pause et vous soufflez un peu, soit alors on enchaîne direct avec certains témoignages. C'est vous qui dites là, hein, c'est vous qui choisissez. D'ailleurs, si vous avez des questions sur les conditions d'examen et tout, c'est vraiment à eux vers qui vous pouvez vous tourner, hein. Vu qu'ils l'ont vécu, ils seront beaucoup plus à même que moi à répondre à vos questions sur ça. On pourra revenir vers toi dans l'année si on a besoin, mais bien sûr. Alors, sur tous les types de tests. Là, vous allez voir, vous allez avoir des tuteurs différents parce que je ne pouvais pas être là pour les autres stats. Mais si vous avez des questions en stats, tous les types de tests, vous pouvez venir me voir. Quantitatif, qualitatif, à une variable, à deux variables, n'importe. Il y a mes coordonnées à la fin du diapo dans tous les cas, donc je vais vous les mettre là. Voilà. Donc ça, c'est mon nom forum tout en bas. Et je vous ai mis mon Insta aussi, c'est parce que, bon, génération Instagram. Si vous avez besoin de me contacter sur Insta, vous pouvez aussi. Mais tiens, bonne question d'ailleurs. Ouais, vous avez des stats autres que là, au tuto? Parce que ouais, du coup, Alexia, t'en as en écho. C'est des stats comment, Alexia, que t'as? Tu sais ou pas? Ouais, en écho, ouais. Ok. SV, c'est quoi, sciences de la vie?
Je suis désolé, je suis perdu. Hein. Ok, c'est ça. Ok. Mais vous avez des stats d'un niveau compliqué ou pas? Enfin, c'est-à-dire, vous avez un devoir de rédaction descriptif, je pense, de L1. Ok. Et oui, on doit rédiger. Oh, donc ça va, ouais. Donc, ça a peut-être pu vous aider que je sois plus en mode rédaction que QCM, même si là, ça sera en mode QCM. Les stats en rédaction, ok. On a des droits de régression et tout, mais non. Ah ouais. Même nous, on n'a plus les droits de régression. Ah, mais si, en fait. Si, je te dis des bêtises, on les a encore. Enfin. Et vous avez le droit à la calculette, du coup, en écho? D'ailleurs, ceux qui veulent partir en pause, vous pouvez. Hein. Moi, je suis là, je discute en attendant après, mais je force personne. Hein. Alors, juste partez pas trop loin parce que les tuteurs sont Ouais. déjà ici. Donc, si on décide de repartir, voilà. Restez connectés, quoi, en gros. Oui, par contre, on a calculette. Ah, ben d'ailleurs, ça vous intéresse, vous pouvez venir me voir en privé. J'ai, si c'est des Casio que vous avez, je peux vous donner des programmes. Alors, c'est pas des programmes illégaux, hein, attention quand je dis ça. C'est juste des manières très simplifiées de trouver toutes ces variables sur une calculatrice. En fait, c'est le mode stat, quoi. Donc, si vous ne maîtrisez pas vraiment votre mode stat, je peux grave vous aider sur vos calculatrices. Ça vous aide à trouver une variance et un écart-chiffre en 2 minutes, même pas, plutôt que de faire des calculs et se perdre. Ouais, ça serait trop cool pour cette année. Mais il n'y a pas de souci. Bah, ça, c'est si vous avez des casios. Parce que sur les autres calculatrices, je ne sais pas faire. Mais ouais, si vous avez des casios, je peux vous aider. N'hésitez pas à venir me voir. Et Aspire, Inspire. C'est quoi Inspire? C'est une marque de calculette? Je connais pas. Ouais, c'est comme nous. On n'a pas de calculatrice avec des programmes, nous, en fait. Mais tu sais, c'est pas des programmes où tu peux mettre des phrases, en fait. C'est juste le mode stat. C'est pas des trucs où tu peux écrire toute ta vie dans la calculatrice, quoi. Euh, tu sais, Rémi, tu sais s'il y a une tutrice en LAS droit Je ou ne pas sais pas si elle est là sur connectée. Elle peut peut-être se manifester. En vrai, vu que j'ai fini avant, on peut peut-être les appeler, non? Comme ça, ils... Écoute, normalement, elles sont là. Il y en a deux pour le moment qui m'ont Ok. répondu. Les tutrices, l'As 2, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Bonjour. Ah, voilà, elles sont là. Bon. Bah, du coup, moi, je vais vous laisser. Si Eh ben, vous n'avez plus de questions, je vous en prie, ça m'a fait très plaisir en tout cas. N'hésitez pas à poser vos questions encore une fois. Hein. Je suis là pour vous répondre. Et bon courage pour cette année. Et je vous laisse avec les superbes tutrices de l'AS. merci, Dylan. De rien. J'arrive pas à quitter mon diapo. Quelqu'un peut me Ah, virer. Hop, c'est bon. Bonne journée. salut, merci à toi. Ah, non. Alors, comment... Qu'est-ce qu'on fait?